Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec les couleurs du ciel. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur les régions du fleuve et le nord de la région de Tawa. La météo, c'est dans une présentation de Madame Ousmane Binta Adamou. Bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par une bonne pénétration d'air humide sur le pays, ce qui a favorisé l'apparition de formations pluvio-orageuses organisées cet après-midi sur le pays. Ainsi, sur l'image satellitaire de 19h locale, on observe des foyers pluvio-orageux sur l'Aïr et sur l'Ader. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le nord Ader et sur les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui est prévue sur la bande sud et le sud Aïr. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour mercredi 29 juillet 2015 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Le compte rendu avec Sadi Sanda. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant approbation de la convention minière entre la République du Niger et la société nigérienne du charbon Danou Araren pour la concession Tefreyere pour l'exploitation du charbon, région d'Agadez, département de Tirozérine. La Sonichar, dont le siège social est établi à Tirozérine, est une société anonyme de droit nigérien avec un capital social de 19,730 milliards de francs CFA. Ses principaux actionnaires sont la Sopamine, la Somaïr, la Cominac et la BID. Elle a pour objet l'exploitation et la transformation du charbon. En raison de son caractère stratégique, la Sonichar a bénéficié de l'agrément au régime conventionnel de la loi numéro 68-24 du 31 juillet 1968 portant code des investissements au Niger, modifié par les lois numéro 71-02 du 29 janvier 1971 et numéro 74-18 du 11 mars 1974. Deux avenants successifs de prorogation de ce régime lui ont été accordés sous l'empire de l'ordonnance numéro 89-19 du 8 décembre 1989 portant code des investissements en République du Niger. Le dernier avenant de prorogation est arrivé à expiration le 13 décembre 2013. La concession de Tefreyere a été accordée à la Sonichar par décret numéro 1975-201 PCMS-MMH du 31 octobre 1975 qui l'autorise à effectuer des travaux de recherche et d'exploitation à l'intérieur de la concession de Tefreyere sur une période de 75 ans jusqu'à 2050. La convention, objet du présent projet de décret, fixe désormais les conditions financières, fiscales, économiques, douanières, sociales et environnementales dans lesquelles la Sonichar SA poursuivra les travaux d'exploitation du charbon à l'intérieur du périmètre de la concession de Tefreyere sous l'empire de la loi de 1974 en vertu du principe de la stabilité des clauses des conventions de longue durée. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption du document de stratégie nationale de la finance inclusive. Le diagnostic sur la pauvreté au Niger établi en 2011 a fait ressortir la nécessité de disposer d'un système financier adapté aux besoins des populations pauvres traditionnellement exclues du système bancaire classique. Cette situation a amené le gouvernement à élaborer une stratégie nationale de microfinance dont l'adoption est intervenue par décret numéro 2004-081-PRN-ME-F du 9 mars 2004 et la révision en 2012. Avec l'évolution de la finance au niveau mondial, l'inclusion financière est reconnue comme une alternative à même d'impulser un nouveau dynamisme aux stratégies de lutte contre la pauvreté. Une nouvelle modification de la stratégie révisée en 2012 s'avère donc nécessaire. C'est ainsi que la stratégie dénommée Stratégie nationale de la finance inclusive basée sur l'évaluation finale
de la SNMF 2004 et un diagnostic approfondi du secteur de la microfinance est élaboré. L'objectif de cette stratégie est de permettre aux populations exclues du système bancaire classique et celles qui sont économiquement vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, d'accéder à des services financiers diversifiés, innovants, de qualité et à moindre coût. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, M. Zakou Kailou, inspecteur central du Trésor, matricule 49871-Z, est nommé secrétaire général adjoint du ministère des Mines et du Développement industriel en remplacement de M. Hassan Garba. M. Oumar Hamadou, ingénieur général des travaux publics et des mines, matricule 36897-S, est nommé conseiller technique du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, en remplacement de M. Moussa Dandari. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, M. Amadou Dan Azumi Maman Lawali, inspecteur principal du Trésor, matricule 57213-M, est nommé secrétaire général adjoint du ministère de l'Énergie et du Pétrole. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant nomination au grade supérieur à titre posthume d'un officier de la garde nationale du Niger. Au terme de ce décret, est nommé à titre posthume au grade de chef d'escadron du 3e échelon, indice 750 pour compter du 12 juillet 2015, le capitaine Ali Issa, matricule 94-270-R, de son vivant commandant du groupement de la garde nationale de Difa. Et puis ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur est au regret d'informer l'opinion publique que des assaillants ont ouvert le feu sur des agents de sécurité devant l'ambassade du Niger au Caire, avenue des Pyramides Gizeh. Le bilan de cette attaque est de 1 policier tué, 2 blessés ainsi que le gardien de l'ambassade, tous de nationalité égyptienne. Le bâtiment de l'ambassade n'a pas été atteint et les assaillants n'ont pas non plus tenté d'y pénétrer. Manifestement, ces assaillants ne ciblaient pas particulièrement le Niger à travers sa représentation diplomatique, mais plutôt ont voulu s'en prendre aux représentations de la force publique égyptienne. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur dénonce et condamne ces actes de terrorisme et exprime son soutien au gouvernement égyptien dans ses efforts et initiatives en vue de consolider la sécurité publique et la paix sur toute l'étendue du territoire. Au nom du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, du gouvernement et de l'ensemble du peuple nigérien, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur exprime ses condoléances émues à la famille du policier tué et exprime ses souhaits de prompt rétablissement aux deux policiers blessés, aux gardiens de l'ambassade. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu cet après-midi en audience le directeur régional du National Democratic Institute NDI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Christopher Fumuyo. Nous avons été reçus en audience par son Excellence le président de la République parce que, comme vous le savez, le NDI est une organisation sœur, amie du Niger depuis de longue date. Donc il était important que nous tenons le président de la République informé de nos activités, et des activités que nous menons à l'heure actuelle avec l'Assemblée en assistance technique à l'Assemblée nationale du Niger. Donc nous avons tenu à le briefer du contenu de ces activités, mais aussi puisque nous sommes à la veille des élections nationales ici au Niger, nous avons voulu aborder les préparatifs et toutes les mesures qui devront être prises pour que le Niger puisse organiser des élections
crédible, paisible et inclusive. Et sur ce point, effectivement, le président de la République nous a rassurés de sa détermination à ce que le Niger puisse connaître de très bonnes élections, et en nous disant effectivement que les dispositions sont en train d'être prises au niveau de la commission électorale indépendante pour que ces élections prévues pour 2016 puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Vous savez, le NDI aussi est souvent très impliqué dans les processus électoraux. Nous envisageons donc d'élargir le champ de nos interventions pour nous impliquer aussi avec la société civile, l'ensemble des partis politiques, toutes tendances confondues, dans la préparation de ces élections. Et cela explique aussi ma présence ici au Niger en ce moment. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a également reçu en audience le directeur de NDI Afrique, Christopher Fumio, en compagnie du directeur pays. À sa sortie d'audience, il nous cite l'objet de leur rencontre avec le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale nous a fait l'honneur de nous recevoir, le directeur pays du NDI et moi-même venu depuis le siège du NDI à Washington. Il s'agissait d'une visite de courtoisie, parce que nous avons tenu à remercier le président de l'Assemblée et à travers lui l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale du Niger pour l'excellent partenariat qui existe entre l'Assemblée nationale et le NDI. Vous savez, le NDI soutient, apporte une assistance technique aux députés de l'Assemblée nationale, surtout pour ce qui concerne la bonne gouvernance dans le domaine de l'industrie extractive, la gouvernance du secteur de sécurité. Et dans ces deux domaines, nous avons une collaboration excellente avec les députés et nous avons tenu à transmettre ce sentiment à son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. La consolidation de la paix et la sécurité dans l'espace sahélo-saharien était au centre d'une importante réunion du comité régional de paix. La cérémonie a été rehaussée par la présence du premier ministre-chef du gouvernement Brigitte Raffini. Le récit avec Mohamed Mouadou et Nassirou Nakakali. Créé sous la houlette du Conseil régional d'Agadez, le comité régional de paix poursuit son petit bonhomme de chemin. Il se veut un cadre fédérateur de concertation pour la réalisation d'un idéal de paix dans un climat de cohésion sociale, de liberté et de stabilité retrouvée. Dans cette dynamique volontariste, la structure entend contribuer à asseoir les bases d'une paix durable dans l'espace sahélo-saharien, un noble objectif que le comité s'attelle activement à atteindre en synergie avec les institutions étatiques et les bonnes volontés soucieuses de garantir un avenir radieux à notre pays. Au bout de 6 mois de réflexion ponctuée d'âpres discussions sur les questions sécuritaires et de développement endogène, le comité a enregistré des résultats probants. Les thématiques débattues sans tabou portent sur la résolution pacifique des foyers de tension en cours dans la sous-région, notamment la crise au sud de la Libye voisine, la sécurisation des activités d'orpaillage, la lutte contre la corruption, l'impunité et la dégradation des mœurs insidieusement bafouées. Au cours de la rencontre d'hier après-midi, le comité régional de paix a restitué au Premier ministre Brigitte Raffini le bilan de ses travaux en présence du gouverneur Mamadou Fodé Camara et du président du conseil régional Mohamed Anako. Un extrait de ces recommandations assorti d'un soutien indéfectible au président de la République Issoufou Mahamadou pour sa forte implication dans le règlement pacifique des conflits tant en Afrique que dans le reste du monde. Au niveau donc national, comme je le disais tout à l'heure, compte tenu de certaines pratiques comme la corruption, l'injustice sociale et la malgouvernance constatée, le comité régional de paix d'Agadez recommande à l'État de prendre des mesures appropriées afin d'instaurer un climat de paix et de quiétude sociale. De prendre toutes les dispositions sécuritaires nécessaires au niveau des frontières afin de renforcer le dispositif de contrôle transfrontalier en vue de stopper l'entrée et la circulation des armes et autres trafics mafieux. Pour renforcer les efforts des services compétents de la région d'Agadez en la matière et immobiliser tous les véhicules non immatriculés favorisant la corruption, l'insécurité et la circulation de produits de tout genre, le comité régional de paix recommande la création d'une direction régionale de douane afin de faciliter l'obtention des documents nécessaires pour la mise en circulation de ces derniers. Élargir l'initiative du comité régional de paix à une dimension sous-régionale par l'implication des États comme l'Algérie, le Tchad et le Mali,
pour une action commune et diplomatique. Organiser un forum sous-régional sur la crise libyenne. Au niveau donc régional, mettre à la disposition du comité régional de paix d'Agadez les moyens nécessaires pour la poursuite et la réussite des actions pour l'atteinte de ces objectifs. Inciter un soutien au comité régional de paix par les autorités administratives et coutumières et tous les acteurs sociopolitiques dans son action. Résorber le chômage des jeunes et la culture d'une paix durable, le comité régional de paix d'Agadez recommande au gouvernement de favoriser les entreprises locales et nationales pour l'octroi de permis de recherche, d'exploitation et d'exploration aurifère dans la région d'Agadez. Comme on pouvait s'y attendre, la panoplie des propositions énoncées ont cité des débats passionnants. Aux questions d'éclaircissement des uns et des autres s'ajoutent des contributions pertinentes de nature à consolider la paix et la sécurité dans la région. Pour le Premier ministre, cette initiative mérite d'être encouragée et soutenue pour la préservation de la culture sociale sans laquelle aucun développement harmonieux n'est possible. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction l'esprit constructif qui anime tous les participants à cette rencontre-là et qui constituent les membres de ce comité. Je les ai effectivement bien écoutés. J'ai vu la pertinence de leurs analyses et j'ai vraiment pris acte des résolutions et des recommandations qu'ils ont formulées à l'endroit de l'administration locale, à l'endroit de l'administration nationale, à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de toute la population. J'ai noté à quel degré de responsabilité ces personnes, ces participants ont à cœur la résolution de cette crise libyenne qui, à terme, si on y prend garde, peut avoir des effets ou des répercussions sur les États du sud libyen. Donc c'est dans ce sens que, dans le sens de la prévention de ces effets, que ce comité est actif depuis quelques mois. Et nous sommes résolus à le soutenir. Et au niveau national, nous allons prendre des mesures propres à le renforcer, à l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Je pense que c'est une initiative exceptionnelle et très importante qui va dans le sens de la construction de la paix, de la consolidation de la paix dont nous avons grandement besoin dans notre pays. Le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Seyni Garba, à la tête d'une forte délégation composée notamment des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité, est arrivé ce matin à Difa où il a été accueilli par le gouverneur de la région qui avait à ses côtés le chef d'état-major de l'armée de terre et le commandant de la zone de défense numéro 5 avant d'être salué par les officiers puis passer à revue un détachement des forces armées nigériennes. La Commission électorale nationale indépendante, à travers ses premiers responsables, a organisé cet après-midi un point de presse à Niamey. Le chronogramme des échéances électorales 2016 était au menu de ce point de presse co-animé par le président et le vice-président de la CENI. Le compte rendu est signé Mariama Dakou et Askou Jibrila. Au cours de ce point de presse, il s'est agi pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI de faire dans un premier temps le point des activités entreprises par la structure qu'il dirige de son installation officielle le 19 juin 2015 à ce jour. Ainsi, Maître Ibrahim Boubé a notifié que de leur prise de fonction au 27 juin 2015, la CENI a organisé des sessions plénières. Des sessions ayant permis de désigner le premier et deuxième rapporteur conformément aux dispositions réglementaires et d'examiner et adopter le règlement intérieur et la mise en place de 5 sous-commissions, notamment la sous-commission administrative et juridique, la sous-commission communication et accréditation, celle chargée des finances, la sous-commission logistique et la sous-commission défense et sécurité. Le président de la CENI d'évoquer la question du fichier électoral suivi de l'examen et l'adoption du chronogramme des élections 2015-2016. Du fichier électoral,
L'élaboration d'un fichier électoral a été confiée au CEFEB, qui est autonome et indépendant dans l'élaboration du dit fichier. En outre, le CNF, le Conseil national du fichier, qui regroupe tous les partis politiques, est une structure de veille chargée de la supervision, du contrôle et de la vérification des travaux d'élaboration du fichier électoral. En outre, il a en charge la validation des résultats du recensement électoral et des opérations de révision du fichier. Et s'agissant plus particulièrement de l'état d'avancement du fichier électoral, il ressort de l'exposé fait par le coordonnateur du CEFEB le 20 juillet 2015 que le fichier ne pourra être disponible que le 31 octobre 2015 au meilleur des cas. Du chronogramme. À l'issue des débats qui se sont déroulés dans la sérénité plutôt et la diversité des opinions, la CENI a décidé par consensus, je dis bien par consensus, il n'y a pas eu de vote, ce point, de retenir et transmettre au gouvernement le chronogramme prévoyant l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives, suivi d'élections présidentielles deuxième tour et enfin des élections locales, et ceci aux dates ci-après. Élection présidentielle premier tour couplé aux législatives, dimanche 21 février 2016. Élection présidentielle deuxième tour, dimanche 20 mars 2016. Élection locale, lundi 9 mai 2016. Ces échéances ont été retenues en tenant compte des délais constitutionnels, des délais légaux contenus dans les lois électorales et le code des marchés publics, de certaines contraintes techniques et logistiques ainsi que des difficultés liées aux procédures de mobilisation de fonds. Quant au vice-président de la CENI, Maître Kader Sanda, il a rappelé les dispositions réglementaires concernant l'élection des membres des conseils régionaux, municipaux et d'arrondissements communaux. Nous avons d'abord les dispositions de l'article 90 de la loi 2014-01 du 28 mars 2014 portant un régime des élections, général des élections présidentielles locales et référendaires, qui prévoit que les membres des conseils régionaux, municipaux et d'arrondissements communaux sont élus pour 5 ans. Nous avons ensuite l'article 95 qui prévoit que le mandat des membres des conseils, du conseil régional, du conseil municipal ou du conseil d'arrondissement communal élus conformément aux dispositions des articles 90, 91, 92, 93 et 94 ci-dessus prend fin à l'expiration du mandat initial. Selon les dispositions légales actuellement en cours, il est donc dit clairement que les mandats des élus locaux prennent fin à compter de l'expiration du mandat initial. Il s'est donc posé une véritable question juridique qui est importante. Quelle est la date d'expiration du mandat des élus locaux? Avant les dispositions légales que je viens d'évoquer, qui résultent de la loi de 2014, il a existé effectivement des dispositions de l'ordonnance 2010-54 portant Code général des collectivités territoriales. Et cette ordonnance date du 17 septembre 2010. Il y avait notamment les articles 37 et 98 du Code des collectivités territoriales. Notre attention est attirée par les dispositions de l'article 37 qui prévoit que le mandat des conseillers municipaux est de 5 ans renouvelable. Il prend effet à compter de la date de la proclamation des résultats définitifs des élections par la Cour constitutionnelle. Si les choses étaient restées en l'état, c'est-à-dire on était encore sous l'empire des dispositions de l'ordonnance de 2010 portant Code des collectivités territoriales, il n'y aurait pas de problème à ce niveau, puisque cette ordonnance a précisé la date, le point de départ des mandats des élus locaux. Mais, entre-temps, il y a eu une modification du dispositif légal.
Je rappelais que l'ordonnance date de septembre 2010 et nous avons eu la constitution de la 7e République sous l'empire de laquelle nous sommes aujourd'hui et qui date du 25 novembre 2010, c'est-à-dire quelques mois après l'ordonnance de 2010, qui date de septembre. Et la Constitution dit quoi? Elle dit à son article 166 que les tribunaux de grande instance en formation spéciale statuent sur l'éligibilité des candidats, contrôlent la régularité, la transparence et la sincérité des élections locales. Il en proclame les résultats. Les recours contre les décisions en matière électorale des tribunaux de grande instance sont introduits devant le Conseil d'État qui statue en dernier ressort. Donc il est donc clair que selon la Constitution, ce sont les tribunaux de grande instance qui contrôlent et proclament les résultats des élections locales. La compétence de la proclamation des résultats qui était dévolue sous l'empire de l'ordonnance de septembre 2010, c'est-à-dire le Code des collectivités territoriales, a été transférée aux tribunaux de grande instance. Les mandats des membres des différents conseils actuels ont donc été proclamés conformément à la Constitution par les jugements rendus par les tribunaux de grande instance qui ont décidé que les mandats courent à compter de l'installation des conseillers locaux. Or, on sait que la plupart ont été installés à compter à partir du 15 juin 2011. En application donc de ces décisions judiciaires qu'on ne peut contester aujourd'hui, au risque de violer la Constitution, les mandats prennent fin en juin 2016. Selon le chronogramme qui nous a été proposé et qui commence par les locales, et notre argument, il faudrait tenir les locales le 13 décembre 2015, ce qui revient à écourter le mandat des élus locaux d'au moins 5 mois. La CENI a-t-elle le droit d'écourter le mandat des élus locaux? Vous me direz bien entendu non. L'un dans l'autre, dira le président de la CENI, le respect du chronogramme tient compte à la fois de la disponibilité des ressources, de l'assouplissement de certaines procédures dans le décaissement de fonds et de l'acquisition du matériel et des documents électoraux. Il a ensuite indiqué du point de vue financement de ces élections que le budget prévisionnel dont une première estimation a été faite en avril 2015 sera financé à hauteur de 50% par l'État du Niger et les 50% restants devant être mobilisés auprès des partenaires qui ont déjà confirmé leur soutien à la CENI.